Le gigantesque écranoplan de la Russie, autrefois un projet oublié, captive désormais le monde. Initialement conçu comme un porte-missile, ce colossal véhicule à effet de sol a été réaménagé pour les opérations de recherche et de sauvetage. Après des décennies de sommeil, la Russie a relancé le projet, visant à le déployer dans l'Arctique et le Pacifique. Avec sa taille immense et sa capacité unique à glisser au-dessus de la surface de l'eau, l'écranoplan est une merveille d'ingénierie qui soulève de nombreuses questions. Comment un tel vaisseau remarquable a-t-il pu être abandonné? Quelles sont les capacités de ce vaisseau? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans l'une des merveilles d'ingénierie de la Russie, un énorme avion écranoplan aux capacités qui ont choqué le monde. Bien que l'Union soviétique soit depuis longtemps disparue, la Russie évoque encore occasionnellement l'idée des écranoplans. L'un des concepts les plus récents est l'A2500. Le design de l'A2500 est véritablement époustouflant. Avec un poids maximal au décollage estimé à plusieurs tonnes, d'où le nom, il est l'un des plus grands avions jamais conçus. Alors, qu'est-ce qui a conduit au développement de ce porte-avions colossal? Dans les années 60, Robert Bartini, un brillant ingénieur aérospatial soviétique, conceptualisa un bienfait militaire révolutionnaire qui aurait pu transformer la guerre navale. Sa vision était un porte-avions de 2500 tonnes, capable d'atteindre des vitesses de 500 km/h, tout en transportant 20 avions prêts à être déployés rapidement n'importe où dans le monde. Ce véhicule unique a été conçu pour exploiter le phénomène de l'effet de sol. L'effet de sol se produit lorsqu'un avion vole près d'une surface, comme l'eau ou la terre, et bénéficie d'une portance accrue et d'une traînée réduite, permettant un vol plus efficace. Le concept de Bartini était unique car il apportait une solution à de nombreux problèmes rencontrés par l'Union soviétique avec les actifs navals traditionnels. L'A2500 pouvait voyager plus vite que les navires conventionnels et contourner de nombreuses contraintes opérationnelles des navires de guerre, telles que les limitations liées aux conditions météorologiques et maritimes. Il pouvait également opérer à faible altitude au-dessus de l'océan, évitant les inconvénients des navires et des avions traditionnels. Le design offrait également des avantages stratégiques en permettant des réponses rapides aux conflits internationaux, contournant potentiellement les défenses navales existantes. Ses capacités, notamment sa vitesse, sa taille et l'utilisation de l'effet de sol, étaient en avance sur leur temps, et si cet appareil avait été construit, il aurait pu redéfinir la stratégie militaire durant la guerre froide. L'effet de sol se produit lorsqu'un avion bénéficie d'une portance accrue et d'une traînée réduite en volant près du sol ou au-dessus de l'eau. Cet effet est similaire à celui du vol sur un coussin d'air. Au début des années 70, l'ingénieur soviétique Robert Bartini proposa d'utiliser ce principe pour créer une solution innovante à deux grands problèmes: le manque de porte-avions de l'Union soviétique et leur déploiement lent à l'échelle mondiale. Bartini suggéra de construire des porte-avions utilisant la technologie de l'effet de sol ou les écranoplans. Contrairement à d'autres ingénieurs soviétiques, tels que Rostislav Alexeyev, qui conçurent des véhicules à effet de sol avec ailes, Bartini adopta une approche différente. Son idée était de créer un écranoplan plus petit, le VVA-14, qui utilisait une surface beaucoup plus grande que les designs précédents. Cela permettait au VVA-14 de voler plus haut, plusieurs mètres au-dessus de la surface de l'eau, lui permettant ainsi d'opérer dans des conditions météorologiques plus difficiles, y compris des vents forts et de grandes vagues, un problème courant pour les conceptions précédentes d'écranoplans. Le VVA-14 fut une avancée en termes de stabilité et de contrôle. Il se révéla complètement maniable à des altitudes d'environ 8 mètres au-dessus de l'eau, et dans des conditions idéales, il pouvait atteindre une hauteur de 12 mètres. C'était une avancée significative dans la technologie des écranoplans, résolvant le défi crucial d'opérer efficacement dans des conditions météorologiques difficiles. En développant ce design de base, Bartini croyait pouvoir affiner à la fois la taille et la fonctionnalité de l'avion, menant à des avancées remarquables. Son concept initial pour un porte-avions à effet de sol, connu sous le nom d'A2000, fut même construit sous forme de modèle réduit pour des tests.
Cependant, Bartini ne s'arrêta pas là. Il imagina une version bien plus grande et plus puissante, l'A2500. Cet avion fut conçu pour être un géant extraordinaire, mesurant environ 180 mètres de long avec une envergure de plus de 120 mètres, ce qui en faisait un appareil bien plus grand que tout navire de guerre traditionnel de l'époque. L'A2500 devait être propulsé par 10 moteurs à réaction montés sur son fuselage, lui permettant d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 600 km/h, tout en naviguant à une altitude de 20 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Cette altitude élevée éliminait les contraintes typiques causées par les vagues et les conditions météorologiques extrêmes, permettant au porte-avions de se déplacer librement au-dessus des vastes océans sans limitation. Contrairement au design précédent, il ne faisait pas face aux mêmes restrictions, offrant tous les avantages d'un porte-avions sans les inconvénients habituels. Les 6 moteurs à l'avant seraient utilisés lors du décollage, créant un coussin d'air permettant à l'appareil de décoller de l'eau, tandis que les 4 moteurs à l'arrière fourniraient la poussée nécessaire pendant le vol. La structure du porte-avions était soigneusement conçue avec plusieurs ponts d'atterrissage entourant un système d'ascenseur central. Cette configuration permettait de stocker jusqu'à 20 jets de chasse et des avions polyvalents multirôles, ainsi que plusieurs avions AWACS navals que les Soviétiques développaient dans les années 70. Grâce à sa grande vitesse de croisière, le porte-avions pouvait égaler la vitesse de décollage d'avions avancés comme le MiG-29 et le Su-27. Ainsi, il n'était pas nécessaire d'avoir des avions spécialisés ou des systèmes de catapultes. Les jets pouvaient simplement décoller en utilisant des postes-combusteurs à pleine puissance, atteignant des vitesses de 300 km/h et entrer immédiatement en combat, offrant un processus de lancement plus sûr et plus efficace que les porte-avions traditionnels. L'équipage serait composé d'environ 400 personnes, dont 250 seraient des membres d'équipage de vol. La collation de l'équipage serait située sous le niveau du hangar, à l'avant du porte-avions. La passerelle et le cockpit étaient positionnés à l'avant, tandis que les tours de contrôle étaient situés au sommet des stabilisateurs verticaux. Ces tours auraient supervisé la phase d'atterrissage, gérant l'approche des avions entrants et coordonnant les communications pour assurer des opérations fluides. L'atterrissage sur le porte-avions Akranoplane aurait été une manœuvre remarquablement difficile et nécessitant une précision extrême. Les avions devaient correspondre exactement à la vitesse du porte-avions, ce qui posait un défi majeur en raison des capacités uniques du navire et de la vitesse élevée requise pour le vol. Pour garantir un atterrissage sécurisé, l'avion devait être capturé par un mécanisme d'amarrage spécialisé, probablement similaire à un système de ravitaillement en vol, mais bien plus complexe et nécessitant une précision encore plus grande. Ce système d'amarrage impliquait un bras de verrouillage ou un autre dispositif de capture qui devait engager l'avion avant que ses moteurs ne soient coupés. Compte tenu des forces énormes en jeu, toute erreur de calcul lors de cette procédure délicate pouvait entraîner le rejet de l'avion par des vents puissants, rendant une seconde tentative impossible. Il n'y avait tout simplement aucune marge d'erreur. Ce processus d'atterrissage extrêmement difficile met en évidence l'incroyable combinaison de taille, de vitesse et de potentiel stratégique que le porte-avions Akranoplane offrait. Les Soviétiques étaient particulièrement enthousiastes quant à ses capacités, reconnaissant que ce porte-avions massif révolutionnerait les opérations navales. L'une des principales avancées de cette conception par rapport au modèle précédent, comme le monstre de la mer Caspienne, était sa capacité à voler au-dessus des vagues de l'océan. Cette caractéristique éliminait l'un des principaux inconvénients des conceptions précédentes, qui luttaient pour la stabilité et l'efficacité dans des conditions maritimes agitées. La capacité de l'Akranoplane à planer au-dessus des vagues était rendue possible grâce à une ingénierie de pointe, un design aérodynamique audacieux et la puissance de ses moteurs. Ces innovations amélioraient non seulement sa stabilité et sa fiabilité dans des conditions difficiles, mais lui conféraient également des avantages stratégiques inégalés, faisant de lui une conception véritablement révolutionnaire pour son époque. Les Soviétiques considéraient l'A2500 comme un outil puissant pour projeter la force à travers les océans,
contournant les défenses navales traditionnelles et frappant rapidement ses cibles, modifiant ainsi l'équilibre du pouvoir naval entre l'Union soviétique et les États-Unis. De plus, son vol à basse altitude lui conférait une certaine furtivité, le rendant plus difficile à détecter par les systèmes radars que les avions conventionnels volant à haute altitude. Cette capacité de furtivité en faisait une plateforme idéale pour des opérations secrètes et des attaques surprises. Cependant, malgré son design révolutionnaire et ses avantages stratégiques potentiels, plusieurs obstacles majeurs empêchèrent sa construction. L'un des défis majeurs était la taille et la complexité colossale de l'A2500, qui posait des difficultés logistiques en matière de construction, d'entretien et de déploiement. Ces dimensions gigantesques nécessitaient une infrastructure spécialisée pour l'amarrage, le ravitaillement et l'entretien, limitant ainsi le nombre d'endroits où il pouvait opérer, principalement aux mers proches des ports soviétiques. De plus, les matériaux avancés et les technologies nécessaires à sa construction étaient donc coûteux et difficiles à obtenir, surtout compte tenu des limitations économiques de l'Union soviétique dans les années 1970. Même avec la technologie moderne, la faisabilité d'un projet aussi ambitieux resterait discutable. En outre, la taille et le coût de la plateforme la rendaient extrêmement vulnérable. L'ampleur et le prix élevé de l'A2500 nécessitaient une protection considérable, et il n'existait pas de solution claire pour défendre une cible aussi grande contre les attaques ennemies, compliquant davantage la viabilité du projet. Contrairement aux navires conventionnels, aucun vaisseau existant ne pouvait égaler sa vitesse ou assurer sa protection en temps de guerre. Sa dépendance aux avions pour les missions d'escorte le rendait vulnérable aux menaces ennemies, en particulier dans les zones éloignées du littoral soviétique. Opérant au large des côtes des États-Unis, il ne disposait d'aucune défense fiable contre les missiles anti-navires ou anti-aériens, étant exposé aux deux types d'attaques. Un ou deux impacts suffisaient à détruire le navire, entraînant une perte massive d'équipage et d'aéronefs. Le projet rencontrait également des défis logistiques liés au système de défense. L'installation de systèmes anti-aériens, qu'ils soient à courte ou longue portée, nécessitait des radars, des silos et un équipage supplémentaire, compliquant davantage l'exploitation du vaisseau. De plus, les besoins en carburant représentaient un problème majeur, alors que d'autres grands navires militaires, comme les sous-marins et les porte-avions, utilisaient des réacteurs nucléaires pour une alimentation prolongée, l'A2500 aurait rencontré des difficultés similaires. L'énergie nucléaire aurait pu résoudre de nombreux problèmes logistiques en fournissant une source d'énergie à long terme, sans nécessité de ravitaillement. Cependant, l'utilisation de l'énergie nucléaire dans un aéronef était impraticable, le poids du blindage protecteur du réacteur constituant un autre obstacle. Malgré ces défis technologiques, la vision de Bartini pour un porte-avions volant révolutionnaire ne fut jamais concrétisée. Le projet fut entravé par sa mort tragique en 1947, et l'Union soviétique perdit l'un de ses ingénieurs aérospatiaux les plus innovants. Bien que l'A2500 n'ait jamais été mise en production, les idées de Bartini ont influencé les développements futurs dans l'aviation et la guerre navale. Son travail sur les véhicules à effet de sol a continué d'inspirer de nouvelles conceptions en aviation maritime, avec des versions modernes de ces concepts explorés pour le transport de marchandises, la recherche et le sauvetage, ainsi que la défense côtière. L'un des exemples les plus remarquables de cette innovation est l'écranoplane de classe Lune, également connu sous le nom de projet 903. Conçu par Rostislav Alexeyev en 1775, il reste le seul véhicule à effet de sol jamais utilisé comme navire de guerre. Servant en mer, Caspienne de 1987 à la fin des années 1990, cet engin unique combinait un design audacieux avec une approche novatrice de la stratégie militaire. Contrairement aux avions classiques, l'écranoplane de classe Lun volait à seulement quelques mètres au-dessus de la surface de l'eau, exploitant l'effet de sol. Cela signifie qu'il planait à environ 4 mètres au-dessus de l'eau, avec ses grandes ailes générant une portance en tirant parti de la pression de l'air entre l'engin et l'eau en contrebas. Bien qu'il puisse ressembler à un avion, le Lune
n'est ni considéré comme un aéronef, ni un hydravion, ni un aéroglisseur, ni un hydroptère. Il est plutôt classé comme un navire maritime en raison de sa manière d'utiliser l'effet de sol pour glisser au-dessus de l'eau, selon l'Organisation maritime internationale. Le écranoplan de classe Lin a été conçu à partir du modèle expérimental KM Écranoplane, surnommé le monstre de la mer Caspienne, en raison de sa taille énorme et de son apparence unique. Le Lin était un véhicule impressionnant, propulsé par 8 turboréacteurs Kuznetsov NK-87, chacun générant une poussée puissante de 28 600 livres. Ces moteurs étaient montés sur les plans canards avant, aidant ainsi l'écranoplan à décoller de l'eau. Le Lin était également doté d'une coque spéciale de bateau volant avec une grande plaque sur le dessous créant un « step », facilitant ainsi son décollage depuis la surface de l'eau. Cet écranoplan massif pouvait naviguer à une vitesse pouvant atteindre 550 km/h. Son objectif principal était la guerre anti-surface, et il était armé du missile guidé P-270 Mosquite. 6 lance-missiles étaient montés par paire le long du haut du fuselage, et le Lin était équipé de systèmes de suivi avancés à l'avant et à l'arrière pour cibler les ennemis avec précision. Le design du Lin était audacieux et ambitieux, mais un seul exemplaire, le MD-160, fut achevé. Il entra en service dans la marine soviétique en 1987 au sein de la flottille de la mer Caspienne. Après environ une décennie de service, le MD-160 fut retiré à la fin des années 1990 et abandonné sur une base navale à Kaspiïsk, près de la mer Caspienne, jusqu'en 2020. Un deuxième écranoplan de classe Lin fut lancé à la fin des années 1980, mais il ne fut jamais achevé. Initialement conçu pour un usage militaire, il fut redessiné en cours de construction en hôpital de campagne mobile, pouvant être rapidement déployé dans n'importe quelle zone côtière ou océanique. Ce second modèle fut nommé le Spasatel, signifiant « sauveteur ». Cependant, après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 et la réduction des budgets militaires, la construction du Spasatel fut arrêtée. En 2021, l'engin inachevé se trouvait toujours stocké dans un complexe industriel près de la Volga, à Nijni Novgorod, en Russie. Le design du Lune présentait plusieurs problèmes majeurs. L'un des plus importants était que, bien qu'il utilisât l'effet de sol pour voler près de la surface, il devait rester très bas, seulement entre 1,50 m et 3 m au-dessus de l'eau, car son envergure était trop courte. Cela signifiait que si la mer était un tant soit peu agitée, le Lin ne pouvait pas voler. Mais ce n'était pas le seul défi. Un autre problème était que le Lin avait été conçu uniquement pour voler en utilisant l'effet de sol, ce qui l'empêchait de monter à des altitudes plus élevées comme d'autres avions. Comme il nécessitait une mer calme et ne pouvait pas voler au-dessus des eaux agitées, son utilisation était fortement limitée. Le 31 juillet 2020, le 1060 MD-160 écranoplan de classe Lin fut remorqué hors de sa base navale à Kaspiïsk, avec l'intention d'être exposé au Patriot Park de Derbent, au Daghestan, un musée et parc à thème mettant en avant l'équipement militaire soviétique et russe. L'opération de remorquage fut une tâche colossale, impliquant des pontons en caoutchouc, 3 remorqueurs et 2 navires d'escorte. L'engin devait parcourir environ 100 km, mais il s'échoua juste au large avant d'atteindre sa destination. L'équipe tenta de le dégager, mais sans succès. Il fut alors sécurisé dans la zone de surf. Tandis que des plans étaient élaborés pour poursuivre son déplacement vers le parc, l'écranoplan attira l'attention des médias, de curieux et d'explorateurs urbains. Bien que le parc ne fût pas encore construit, les gens étaient déjà intrigués par cet étrange véhicule. En août 2020, des rapports révélèrent que la coque de l'écranoplan, exposée aux vagues, prenait l'eau. Son déplacement hors de la zone de surf devenait une priorité pour éviter d'aggraver les dégâts, notamment en cas de tempête. En décembre de cette même année, une opération réussie permit de le hisser hors de l'eau, son nez en premier, tandis que sa queue restait à 20 à 30 mètres de la mer, visible sur des images satellites. Finalement, l'écranoplan fut remorqué en toute sécurité à terre. Un autre exemple d'innovation remarquable est le Spasatel,
Il fut initialement développé par le ministère de la Défense soviétique en tant que véhicule à effet de sol, destiné à servir de transporteur de missiles pour l'écranoplan de classe Lin. Ce véhicule unique fut conçu pour glisser juste au-dessus de la surface de l'eau, utilisant la technologie de l'effet de sol pour minimiser la traînée, à l'instar d'un aéroglisseur. Cependant, après le naufrage tragique du sous-marin nucléaire soviétique K-278 Komsomolets en 1989, qui causa la perte de 42 vies, le Spasatel fut reconverti en engin d'ambulance pour des opérations de recherche et de sauvetage maritime. Le nouveau design incluait même des sièges pour accueillir jusqu'à 500 passagers et évacuer rapidement les survivants. Après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, le projet fut suspendu en raison de contraintes financières et de la réduction des opérations militaires en mer. Par conséquent, le Spasatel ne fut jamais terminé et le véhicule inachevé resta stocké dans un complexe industriel à Nijni Novgorod, en Russie, où il fut largement oublié pendant plusieurs années. En 2018, la Russie décida de relancer le projet Spasatel, en se concentrant sur son utilisation potentielle dans les régions arctiques et pacifiques. Le plan consistait à utiliser le véhicule pour des opérations de recherche et de sauvetage dans ces environnements difficiles, ainsi que pour transporter du matériel et jusqu'à 550 soldats vers des bases militaires isolées. Avec une masse maximale au décollage de 600 tonnes, ce véhicule était considéré comme une solution puissante pour ces missions. L'un des principaux avantages des véhicules à effet de sol comme le Spasatel est leur capacité à opérer sans tirant d'eau, ce qui signifie qu'ils échappent à la détection par sonar et ne sont pas vulnérables aux attaques de torpilles. De plus, voler juste au-dessus de la surface à basse altitude rend leur détection par radar plus difficile, leur conférant une certaine furtivité. Ces capacités étaient particulièrement précieuses pendant la guerre froide, où un transport rapide et discret sur de longues distances était essentiel. Malgré son design prometteur et son potentiel, le Spasatel rencontra plusieurs obstacles. Après la dissolution de l'Union soviétique, les priorités militaires changèrent et le besoin d'un tel véhicule diminua. Avec un financement limité et aucune perspective claire, le projet s'enlisa. Cependant, des rapports récents suggèrent que le développement du Spasatel pourrait être relancé, avec une production potentiellement prévue dès 2025. Le gouvernement russe a même inclus un financement pour le projet dans son budget de défense pour la période 2018 à 2025, signalant un regain d'intérêt pour ce véhicule, en particulier pour les opérations dans les eaux arctiques. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À tout de suite.